Ce plateau, des filles qui ont échappé à toutes ces atrocités, à toutes ces violences également, qui sont donc des nôtres aujourd'hui. Elles ont à dire, à raconter et même à expliquer au grand public, tous ceux qui regardent, ici comme ailleurs. Alors, Marthe Ndia, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue, comment vous allez? Je vais bien. Vous allez bien aujourd'hui? Oui. Vous avez passé 3 mois à Dubaï, dans des conditions tristes. Oui. Et vous êtes aujourd'hui au pays. Oui. Comment ça s'est passé? Pour mon départ d'ici, c'est derrière une connexion de l'église qu'on m'a donné ces réseaux. Et le monsieur de Dubaï m'a fait part que je devais être une secrétaire personnelle parce que je cause l'anglais, français et un peu de chinois. Donc je devais travailler pour lui personnellement et à la fois. Et il a les sociétés, ses enfants sont des sociétés, je vais les aider. Bon, c'est comme ça que ça a commencé. Et oui. là, je rappelle que vous êtes titulaire de baccalauréat et que vous avez multiples formations professionnelles également. Oui. Donc vous êtes capable de faire plusieurs choses, plusieurs métiers. Vous êtes une maman d'un enfant de 8 ans. Oui. Et c'est votre argent que vous avez mis en jeu pour aller à Dubaï. Oui. Oui, j'avais investi un peu, j'avais gardé un peu de mon argent et il y avait aussi ma famille qui ont complété pour que je puisse voyager. D'ailleurs, vous allez davantage nous dire comment est-ce que vous avez fait pour vous retrouver à Dubaï au cours de cette émission. Le temps pour nous de recevoir Prudence Kenembeni. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également âgée de 26 ans, maman de 2 enfants. Oui. Vous avez passé 5 mois au Koweït. 5 mois au Koweït. Et mon départ commence. Vous respirez l'air pur aujourd'hui? Aujourd'hui, je respire l'air pur, mais j'ai encore la tête avec beaucoup de choses à l'intérieur. Comme vous dites quoi? Je ne dors pas très bien parce que d'autres filles sont restées. D'autres filles sont restées et d'autres sont encore à l'extérieur. Oui. D'accord. Merci également d'avoir accepté notre invitation et de témoigner également, de dire au grand public ce que vous avez vécu, comment est-ce que vous avez fait également pour vous retrouver là-bas. Sidonie Tikoum, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Vous êtes également mère d'enfants, 2 enfants aussi. 2 ans, oui, vous êtes âgée de 28 ans. Oui. Voilà. Vous étiez également au Koweït. Oui. Vous avez passé 3 mois. 3 mois, oui, 3 mois dans la maison de contrat. Et comment vous êtes arrivé là-bas? C'est une fille qui m'a contactée. Elle dit qu'elle a beaucoup d'argent au Koweït. Mais la fille a été ici. Elle dit qu'elle a beaucoup d'argent au Koweït. Que quand tu es allé là-bas, tu gagnes beaucoup d'argent. Elle m'a donné le numéro d'un monsieur qui m'a fait aller au Koweït. Oui. C'est ça que le monsieur a dit que je donne l'argent pour faire le papier avant de partir. C'est vous qui avez payé votre argent? Oui, c'est moi qui ai payé l'argent. Elle vous a dit qu'on faisait quoi là-bas pour gagner beaucoup d'argent? Le monsieur a dit que je vais aller là-bas pour pour sauver l'enfant, comme le babysitter, c'est ça qu'on appelle, oui. C'est ça que... Et quand vous êtes arrivé? Quand j'ai arrivé là-bas, elle a dit ici, elle a dit que c'est un enfant. Arrivé là-bas, j'ai trouvé 3 enfants, de faire le ménage, de laver les habits, faire le cuisiner et tout, faire le repas et tout, pour toutes les familles. Vous seul? Moi seul. Tout ce travail-là pour vous? Oui. Oui, moi seul. Et alors, il fallait rester là-bas? Vous n'êtes pas resté, pourquoi? Parce qu'il y a trop de torture. Tu ne dors pas, tu n'as pas le temps pour reposer. Tu dors à 3 heures, tu réveilles à 7 heures, tu travailles jusqu'à tout. Tu es en train de suivre l'enfant, en même temps, tu laves les habits, tu fais le repas, tu fais le cuisiner, tout en même temps. Jusque-là, il y a pas, je ne vois pas encore de problème. Et qu'est-ce qui fait problème finalement? Oui, c'est parce que je travaille 1 mois, 2 mois, 3 mois sans salaire. Est-ce qu'on vous brutalisait finalement? Oui, si la femme pleure, c'est le problème. C'est-à-dire quoi?
Là-bas, la maman des enfants lui dit qu'elle ne faut pas que l'enfant pleure. Tu portes un enfant, tu travailles dans la cuisine, tu laves les habits avec l'enfant, c'est l'enfant de 1 mois, 1 an, 1 mois. Il ne faut pas que l'enfant pleure. Si ça pleure, c'est le problème. Si l'enfant pleure, la mère va me taper, me tape. Même le frère de maman me tape. Ça, là, je ne peux pas supporter. Ok. Alors, vous allez, en plus de ce que vous avez dit, nous dire aussi ce qui vous est arrivé. Prudence, c'était la même chose, vous connaissez Sidonie? Sidonie et moi, on s'est rencontrés au Shelter, la maison de refuge, où j'ai fait la vidéo. Dites-nous, c'est parti d'où quand vous quittez le Cameroun pour là-bas? Vous êtes en Guinée équatoriale à l'époque? Oui, j'étais en Guinée équatoriale, je reviens au Cameroun en décembre 2017. Donc j'ai pris les congés, je venais juste me reposer et repartir sur Guinée. Mais il y avait des problèmes qu'il y a eu. Avril, m'a trouvé encore au Cameroun, c'est de là. Ma grande sœur, l'aînée, m'a contacté disant que elle a sa voisine qui est au Koweït, qui l'appelle tous les jours, que si tu as tes soeurs qui veulent voyager pour le Koweït, travail de ménagère, contrat 2 ans, tu as la ration 3 fois, tu as la ration 3 repas par jour, tu es bien gardé. Si tu as un souci dans ta maison d'accueil, tu appelles l'office et ils vont te changer de maison. Oui. Elle nous a rassuré que non, tout allait bien de son côté, elle n'a pas de problème. C'est bien, s'il y a même un problème, elle va appeler, on va lui changer de famille. Et qu'on ne doit pas être menacé. Si tu reçois une menace, il faut avertir l'office. C'est là que je me suis engagée que oui, je vais partir, que de rester au Cameroun en chômage. Je ne connais pas quand est-ce que les choses vont se calmer en Guinée équatoriale. Donc c'est comme ça, elle nous a donc dit, ok, ma grande soeur lui a dit, j'ai ma petite soeur qui va venir, elle dit, ok, il faut qu'elle monte un dossier, un extrait de casier judiciaire et un certificat médical qui a été fait. Elle a dit, il faut aussi qu'elle fasse un passeport. Je lui ai dit, j'ai pas d'argent pour le passeport. Elle dit, non, s'il n'y a pas d'argent, il faut qu'elle monte ce doigt-là. Il y a quelqu'un à qui elle va faire le passeport, c'est pas elle qui dépend. C'est la fille qui nous fait voyager là, qui finance pour le passeport. Donc de là, je suis quittée Yaoundé pour Douala, avec déjà alors, tous ces papiers que j'avais rassemblés. Mon acte de naissance et ma carte d'identité. À mon arrivée sur Douala, j'étais logée chez mon papa. De là, j'ai contacté la fille qui était au Koweït, là, parce que maintenant j'étais en contact avec la fille qui est au Koweït. Donc je l'ai contacté, elle me dit il faut patienter, le monsieur a voyagé, il est dans son village, il va revenir d'ici lundi. Donc lundi, mon téléphone était déjà, j'avais mon téléphone qui était tombé et ça s'est cassé à la douche. Donc je communiquais maintenant avec le téléphone de mon papa, mais passant par ma grande soeur. Donc maintenant, la fille contactait ma grande soeur m'appelait, elle me donnait des nouvelles. Elle et moi, la fille du Koweït et moi, on causait via WhatsApp. Donc maintenant, mon téléphone s'est gâté et le papa n'avait pas un téléphone Android. Donc il fallait qu'elle passe la nouvelle à ma grande soeur. Ma grande soeur me fait part. Oui. Donc, alors, on vous a dit que c'était la belle vie. Oui, le salaire c'est 90 dinars. Oui, qui a une valeur de 180 000 francs au Cameroun, si la monnaie est à 1800, oui, qui a une valeur de 180 000 francs au Cameroun. Tu as ta ration, tu as tes 3 repas par jour, donc la ration c'est obligatoire. Alors, le monsieur qui vous établit le passeport arrive, il le fait en combien de temps? Le passeport est sorti en 3 jours. Ça fait 3 jours que mon passeport est sorti, je n'ai rien dépensé. Après les 3 jours, il m'a appelé, il m'a présenté mon passeport que voici, c'est sorti. Mais je vais remettre à la maman de la fille qui te fait voyager.
Alors, celle qui vous attend au Koweït, Oui. ses parents sont au Cameroun. Oui, sa maman vit au Cameroun, ici à Douala. Alors, de là... Lui, il n'est que passeur. Oui, lui maintenant, il n'est que passeur. Donc, c'est pas lui que les filles envoient l'argent, que fait le passeport à telle fille. Parce qu'à mon arrivée à l'immigration, il m'a posé la question à savoir, tu viens de la part de qui? J'ai dit Carole. Il dit Laura ou Carole. En tout cas, je vais appeler parce qu'il est en contact avec les filles depuis le Koweït. Il dit j'appelle. Quand il appelle, il demande aux filles, envoyez-moi la photo de la fille qui doit venir faire le passeport vers moi parce que j'ai une fille ici, elle vient de Yaoundé. Donc envoyez-moi la photo. C'est là dont elle n'avait même pas ma photo. Elles ont plutôt donné tout mon nom. Oui, puisque j'avais donné mon nom à la fille qui communiquait avec moi depuis le Koweït. Elles ont donné mon nom. C'est là il dit oui, parce que j'attends d'autres filles. Il y a des filles qui m'ont envoyé tellement d'argent pour les filles, pour les passeports. Alors, et lorsque vous obtenez le passeport, le voyage est prévu des jours après? Non. Le voyage, maintenant, il faut attendre. Et lorsque le passeport est sorti, c'est là que maintenant je recevais les visas via WhatsApp parce que maintenant j'ai déjà rangé mon téléphone qui s'était cassé. Oui, j'ai rangé à Camtel parce que c'était un téléphone Camtel. Je reçois maintenant le visa via WhatsApp, le billet d'avion via WhatsApp, le contrat de travail via WhatsApp. Donc plusieurs papiers. Bon, tellement c'est en arabe, d'autres papiers, je n'arrivais pas à savoir. Et comment vous avez fait pour savoir que le bon, salaire c'est écrit visa. Le reste en arabe. Contrat de travail. Je même encore d'autres papiers avec moi à la maison. Oui. Contrat emploi. Oui. Écrit en français et en anglais même. C'est même en anglais. Comme je lis l'anglais, je sais que bon, ça c'était le papier. Et le billet d'avion aussi. Oui. C'était comme ça que j'ai retiré plutôt à l'aéroport international. Oui, au cyber à côté. Là, il faut que j'attende la dame qui a mon passeport. Le jour du voyage? Le jour du voyage. Je devais... On vous remet le passeport à On me l'aéroport? remet le passeport parce qu'il faut qu'on me fasse signer une dette de reconnaissance. Comme ils ont fait le passeport avec leurs frais, oui, ils doivent payer la route de l'aéroport avec leurs frais. C'est-à-dire combien? Qui montait au total de 200 dinars. J'ai signé le contrat. J'ai signé la dette de reconnaissance. Oui, 360 000 francs CFA. Oui, que j'ai signé et mon papa aussi a signé parce que c'est lui qui m'accompagnait à l'aéroport. Alors, votre papa savait que vous êtes en train d'aller chercher le bonheur pour la famille? Oui, je l'avais parlé. Je lui ai dit, je pars comme ça au Koweït. Je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué tel qu'on m'a expliqué. Lui, il a vu que c'était bon. Oui, c'est tel que on m'a expliqué. Ça m'a aussi intéressé. J'ai dit, ça va, ça veut dire que c'est bon, c'est sécurisant. Donc, tel qu'on m'a expliqué, c'est comme ça que je aussi expliqué au papa. Ils se sont engagés à venir signer la dette de reconnaissance. Très bien. Alors, vous prenez le vol et vous arrivez à destination? Non, je n'ai pas vol direct. J'ai fait escale à Addis Abeba. C'est à Addis Abeba parce que c'est éthiopien. Addis Abeba, Koweït City. Oui, nous sommes arrivés à 2 h. Et oui, c'est à l'aéroport international du Koweït là-bas qu'on récupère aussi le passeport. Oui, on récupère mon passeport, me fait faire des empreintes partout, des photos et on me demande d'attendre. Il faut attendre la famille d'accueil. Nous étions là, je n'étais pas seule ce jour à l'aéroport. Qui apparemment était votre employeur, selon les dires? Oui, non. La famille d'accueil, ce ne sont pas eux qui sont venus me chercher. C'est l'agence eux-mêmes. Ils ont envoyé un chauffeur arabe. C'est à lui que les gens de l'aéroport ont remis mon passeport. Ils ne pouvaient pas lire mon nom. Déjà, c'est un nom africain. Donc, il a juste présenté. Nous étions nombreuses. Il a présenté. Quand tu reconnais ton passeport, tu te lèves, tu suis le chauffeur. Donc, c'est comme ça. Il m'a conduit jusqu'à l'agence. Ils m'ont demandé de me déshabiller dehors. Je me suis déshabillée jusqu'au dessous, là dehors. Et avec le stress de l'avion, même je saignais. Je me suis déshabillée. Ils m'ont dit, ouvre la valise, montre ce qu'il y a à l'intérieur, tu t'échanges. Donc tout ça, j'étais nue. J'ai ouvert ma valise.
Je les ai présenté tout ce qui était à l'intérieur. Même ils ont choisi de prendre telle robe et encre. Donc c'est comme ça, ils m'ont montré où me doucher et dormir. Donc j'avais dormi de 8h à 16h. C'est à 16h que vient donc cette dame qui me fait voyager. C'est une Camerounaise. C'est là, elle vient, elle se présente. Elle me dit, c'est moi qui t'a fait voyager, passant par celle que tu causais avec elle. Donc, le travail ici, c'est dur. Au départ, c'était pas ça. Le travail ici, c'est dur. Comme tu es arrivé là, il faut être fort. Donc, le travail ici, c'est très dur. Donc, il faut encore dormir. Tu vas commencer le travail cette nuit. Donc, tout ce qu'on te dit, même si on te demande de faire quoi, il faut faire. Tu fais tout. Tu as un problème, il faut m'appeler. Il faut m'appeler, je vais intervenir. Ou bien tu dis à ta patronne de m'appeler. Il n'y a pas de... Elle a récupéré que j'avais voyagé avec le contrat, la dette de reconnaissance signée. Donc, le monsieur à qui j'ai signé a pris la photocopie et la photocopie de mon passeport. Et ils m'ont fait voyager avec l'original de la dette de contrat signée que l'agence a repris. Et vous vous levez à quelle heure pour commencer le travail? Je suis arrivée à mai là-bas, c'est le mois du Ramadan. Mais la période, les semaines, je suis arrivée, c'était pas, le Ramadan n'était pas encore arrivé, donc le Ramadan était quand même proche. Donc j'ai travaillé de 20h à 1h quand je suis allée. Quand la famille d'accueil est venue me chercher, j'ai travaillé de 20h à 1h. Et c'est maintenant le matin à 5h qu'il vient me réveiller. Il me dit désormais c'est à 5h tu dois te lever et à 1h tu dois te coucher. Tu ne dois pas causer. Tu as le téléphone? J'ai dit, je n'ai pas de téléphone. Il dit, ok, tu ne dois pas causer avec des gens, tu dois t'asseoir. Tu dois travailler, tu dois nettoyer la maison. Il ne faut pas qu'on trouve les murs sales ou bien des plats. Il faut speak in Arabic. J'ai dit, I don't know Arabic, ok. C'est moi English, mais you speak in Arabic. J'ai dit, ok, je vais m'efforcer, dire que je dois à tout prix connaître l'arabe. Donc il fallait un peu tout ça. J'ai travaillé pendant une semaine, oui, parce qu'une semaine c'était le 15. Alors, à partir du premier jour, vous vous rendez compte que ce n'est pas ce qu'on vous a dit? Oui, à partir vous commencez à vous rendre compte. Du premier jour, j'ai même trouvé une autre fille camerounaise. C'est la même personne qui me fait voyager, qui les fait voyager. Donc c'est comme ça. Toute la nuit, je travaillais, elle était assise, elle gardait les bébés, mais pas pour la même personne. Parce que la maison est tellement grande, une maison familiale. Combien de personnes à peu près? Il y avait 15 personnes. Donc 15 personnes, la maison était tellement grande. La fille me dit... Chacune de vous avec son patron? Elle avait sa patronne qui était en mariage là-bas et elle gardait les enfants de sa patronne. Oui, elle gardait juste les enfants. Au coucher qu'on a eu à sympathiser, elle me dit, les gens de la maison sont peu même. D'autres viendront de temps en temps. Tu as du travail ici. C'est comme ça on sympathisait. Et le travail que vous faisiez, c'était quoi? Faire le ménage, laver les assiettes, le sol, repasser les habits, laver la douche. C'était ça, je passais mon temps à faire. Parfois, j'ai même déjà fini. Parce que comme je me levais tôt, je travaillais un peu, j'étais rapide même. Vous aviez encore de l'énergie? Oui, j'avais encore de l'énergie. Non, c'est là ils viennent, quand ils se lèvent, ils comme ça, j'ai fini, je dois recommencer encore ce travail pour qu'ils voient que j'ai vraiment travaillé. Il faut que je travaille quand ils sont éveillés encore. Maintenant, j'ai commencé à faire une stratégie, ok, je m'assois donc. Quand ils vont se lever, c'est là que je vais commencer le travail. Quand ils se lèvent, ça devient, ils font ça un problème, ils me tapent même. Pourquoi tu n'as pas encore lavé le sol? Pourquoi tu n'as pas? Je dis, puisque je fais quand vous êtes au cou, quand vous dormez, vous vous levez, c'est déjà pour vous demander que je recommence. Je dis, je ne dois pas leur répondre. Les assiettes lavées, ils reprennent, ils remettent là. Il faut que je recommence à laver. Ils me mettent des gants. Oui, je dois laver les assiettes là avec des gants. Le sol, j'ai des gants. Alors, il n'y avait que ça comme travail à faire? Oui, il y avait ça. Et là, c'est comme ça, on me tapait. Quand je m'avais au coucher à 1h, ils viennent me lever. Parfois, je faisais la tête dure. Je faisais la tête dure. Je dis, mais avec la luce, je ne peux pas supporter. Et j'appelle même la fille.
Elle me dit non, on ne peut pas te retirer comme ça. Pourtant, ils ont dit si tu as un problème, ils vont intervenir. Ils disent qu'on ne peut pas te retirer comme ça. D'accord. Donc votre séjour était traumatisant. Traumatisant. Quand le ramadan a commencé, c'était alors... C'était autre chose. Et vous aviez quand même 3 repas tels que prévu? Non, non, je n'avais pas de repas. Il faut qu'ils mangent. Parce que quand ils préparaient juste au nombre de la maison. Là, ils versent tout ça dans le plateau. Ils grattent même la marmite. Quand ils vont manger. Et puis quand ils mangent, ils sucent les yeux, ils remettent dans le plateau. Et ils ne remangent pas le même repas. Donc, ils considèrent que tu dois jeter ça. C'est là que je mange les restes. Donc ce n'est que ces restes-là que moi je mangeais, et c'était une seule fois. Une fois ils m'ont surpris en train de prendre le petit déjeuner. Donc j'ai pris le pain au frigo, j'ai chauffé comme je les voyais souvent chauffer là, j'ai chauffé, ils m'ont surpris avec ça. Est-ce que tu as ça au Cameroun? Dans ton pays tu mangeais le pain? Est-ce que dans ton pays il y a les œufs? Ils ont pris, ils préfèrent jeter à la poubelle, verser le café, mais peur que toi tu dois manger. Non, ils versaient ça, ils disent qu'il n'y a pas ça dans mon pays. Est-ce que je mangeais même là-bas? Non, je mangeais que des restes là-bas. Très bien. Alors, votre histoire, vous allez davantage nous dire comment vous avez fait pour partir de là et revenir au Cameroun. Le temps d'écouter également Marthe Déa. Vous, c'était une histoire entre un pasteur et vous, après également, après avoir perdu votre emploi. Oui. Ici. Bon, quand je n'avais pas de travail, quand j'ai eu cette occasion, j'ai sauté dessus et j'ai accepté voyager avec un peu d'économie que j'avais gardée et avec aussi un peu de soutien de ma famille. Voilà, le pasteur que vous rencontrez, qu'est-ce qu'il vous dit concrètement? Bon, c'est un réseau et on cherche des filles et on vous teste d'abord. Parce que là, le monsieur même, quand il m'a mis en contact, le monsieur me posait des questions. Il me dit de parler en français, il me dit de parler en anglais et il me demande quelques mots en chinois. Je l'explique et alors il me dit d'envoyer les photos. C'est par ce monsieur que j'envoie mes photos et mes différents certificats et l'hôtellerie aussi que j'avais fait. Donc c'est comme ça que j'envoie par email et c'est parti. Et dans notre conclusion, c'était que si le visa sort, je paye le monsieur. Et je paye mon billet d'avion. Bon, après ça, quelques temps plus tard, j'ai commencé à communiquer directement avec le monsieur. Des fois, il m'appelle à 2 heures. Qu'est-ce que vous êtes où? Je dis, je dors. Ok, je comprends, je vois déjà que vous êtes intéressé et tout et tout. Alors, une façon de vous rassurer. Oui, j'étais rassurée. Est-ce que la vie va être rose? Rose. Oui. Et que ses enfants ont des sociétés, ils cherchent des Camerounaises, ils préfèrent travailler avec les Camerounaises parce que eux, ils sont honnêtes, ils ne sont pas comme des Nigériens qui sont têtus. Donc c'est comme ça que c'est arrivé. Quand mon passeport est sorti, le visa est sorti, parce que moi j'avais déjà le passeport. Quand mon visa sort, le monsieur me présente. Bon, j'ai préféré aller à l'aéroport parce que j'ai une connaissance là-bas pour vérifier si c'est vrai avant de payer cette monsieur. Bon, dans le total, j'ai presque dépensé 2 millions. C'était vos économies? Oui, oui. Bon, quand on a vérifié, c'était très vrai. J'ai payé le monsieur et j'ai payé mon billet d'avion. J'ai pris Ethiopia Airlines. Voilà comment je me suis retrouvée à Dubaï. Et sur mon visa, c'était Employment Visa. Avant ça, il m'a donné un contrat qui était un contrat de 2 ans. Et sur ce contrat, bon, j'ai signé, on a renvoyé et c'est comme ça que mon visa est sorti. En arrivant de là, il y avait un numéro qu'on avait écrit sur mon passeport, mon visa. Arrivé, comme je m'alignais, je suis juste arrivée à l'aéroport. Directement, on me présente quelque part, il y a les box qui étaient placés là. Là, dans les box, on me dit, bon, le monsieur qui était devant, que les gens s'alignaient pour présenter, me dit, non, vas-y la box. J'arrive au box, je présente, on m'a rien dit, j'ai seulement suivi comment il appelait. Et ils ont parlé en arabe et directement, on m'a dit de m'asseoir. J'ai trouvé d'autres filles assises là. Et quelques minutes plus tard, je vois juste un monsieur qui se présente devant moi. C'est vous tel? Je dis oui. Et c'est comme ça qu'il m'amène. Dès qu'il m'amène, je trouve mon patron. C'est un vieux arabe. Et dès qu'il me voit, la première chose, il me tend la main et il me prend mon passeport et tout ce que j'avais en main. Mes valises, on a mis dans le sac. C'est comme ça qu'on est entré dans la voiture et on est parti. En route, il me demande qu'est-ce que je peux boire. Je lui ai dit, je voulais un jus. Et on est arrivé chez lui. Et de là, il m'a dit qu'il aimerait que j'appelle toute ma famille et leur assurer que je suis bien arrivée.
Étant là-bas, il m'a connecté, j'avais écrit les numéros, j'ai appelé mon papa, appelé mes soeurs, mes cousins et tout. Bon, je suis bien arrivée, tout va bien et tout, et tout. Bon, c'est de là qu'il m'a donné, il m'a dit d'aller me reposer. Il m'a montré une chambre et je me suis couchée là. Bon, je dormais presque 4 heures du temps. Après, une jeune fille, elle est philippienne, elle est venue me réveiller. Et je me suis présentée chez mon boss. Il m'a dit, bon, voilà l'email, tu vas traiter avec moi. Présentement, c'est toi qui ouvres mon email. Tu lis mes messages et tu me transmets. Lui, il est assis, je suis assise comme ça, donc il me parle directement. Jusque-là, rien ne présage le côté négatif de votre voyage? Pas encore, pas encore. C'est de là que, quand j'ouvre les emails, je commence à lire beaucoup plus en anglais. Comment j'ai besoin d'une ménagère, j'ai besoin d'une babysitter, j'ai besoin d'une fille prostituée, j'ai besoin... Et de là, et je voyais d'autres demandes qui venaient. Il y a des filles qui acceptaient. Et il me dit de tirer les photos, de tirer les demandes et tout et tout. Et quand je tire, c'est comme ça qu'il regarde. Si c'est en anglais, il cause avec les filles. Si c'est en français, qui n'arrive pas, je cause. Et s'il voit que la fille ne communique pas, il me passe le téléphone. Bon, explique là ceci. Je interprète juste ce qu'il dit. On dit là qu'elle se prépare, qu'elle négocie là-bas. L'essentiel, c'est qu'elle arrive ici. Et c'est de là où, un jour, une dame est arrivée là. Et c'est comme ça que... Bon, avant ça, le lendemain de ce jour, c'est où il m'appelle, il dit que vraiment, présentement, tu es venu pour travailler et tu dois travailler. Ça a commencé. La chambre où il m'avait mis me coucher, on a enlevé la clim. Comme il fait tellement chaud là-bas, il m'a dit, c'est juste pour me laver et m'habiller. Et ils m'ont dit de me raser parce qu'ils disent qu'ils n'aiment pas les poils, ils n'aiment pas. Ils m'ont donné les habits qui couvrent tout le corps. Il m'a dit de mettre mes choses là à côté. Là, ce n'est pas ce que je dois porter. C'est de là que il me dit, il faut que je sache que je dois dormir dans sa chambre. Et je dois me coucher au sol. Et il était malade. Il avait une toux à laquelle il toussait dans une boîte. Et dans cette boîte, à chaque 1 heure, je dois le changer. Donc, ça veut dire quand il tousse, il verse là-dedans. Il tousse, il verse. Donc, je dois me rassurer qu'à chaque fois, je dois vite revenir et changer. Donc, et il y avait déjà une sonnerie à laquelle, s'il a besoin de moi, parce que des fois, il boit le thé. Il sonne, si peut-être je suis derrière en train de travailler, je dois vite courir et me présenter. Et si je traîne, c'est la gifle. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai besoin de toi, change-moi les bêtises, singe et tout. Et alors, il vous appelait comment? Singe. Yes, il y a un monkey. Oui, c'est comme ça qu'il m'appelait. Et c'est de là que moi, je me réveille à 3 heures. Je n'avais pas de repos parce que quand il me réveille à 3 heures, des fois, il vient me botter au sol. Parce que dans sa chambre, il a juste un autre canapé là. Et là, comme c'était tellement grand, il y a un petit tapis là. C'est là que je me couchais. Et il m'a donné une couverture, comme il a la clim et tout. C'est là que je me couchais. Et si peut-être se réveille la nuit, il veut que je change le côté de l'oreiller où il a trop craché dans la nuit. Il tousse fort. Je dois venir, je prends le truc, je mets devant lui. Et quand il est en train de cracher, il retire, je arrête et je pars, je change. Donc c'était un peu de cette manière que je vivais. Et à 3 heures, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me réveiller. Il élevait les dattes. Donc ils ont les petits trucs là. Les fruits. Oui. Et comme il fait chaud en journée, il faut que je parte arroser très tôt. Il avait aussi je ne sais pas si c'est les oiseaux qu'on appelle qui volaient. Donc très tôt, je dois aller ouvrir. Je les verse les nourritures et ils s'envolent. Et il y avait aussi les poulets qui les élevaient. Donc, je dois les nourrir. Avant maintenant de venir travailler à la maison, le ménage, laver le sol, la fille qui était là, elle avait juste à préparer. Alors, il était seul à la maison ou vous étiez nombreux? On était nombreux. Bon, il y avait un gardien, il y avait son chauffeur et il y avait cette fille et moi. Et on ne doit pas causer. On ne doit ni se dire bonjour, ni bonsoir, ni rien. Chacun, on est dans une même maison, mais on se traverse comme des personnes qui ne se connaissent pas. Oui, mais jusque-là, est-ce qu'il y a, c'est ça qui vous a gêné, même si ce n'était pas ce qu'on vous avait prévu. On avait dit de faire, je voudrais dire au départ de votre voyage, on vous a dit que la vie devait être belle, c'est le secrétariat que vous devriez faire, mais ça n'avait jamais été le cas. Oui, bon, ce qui m'a commencé à me gêner, c'est parce que quand je lisais ces mails,
Et il m'influençait avec ses yeux. Et ce que je lisais, et il avait toujours l'habitude que ouvre vite, ouvre vite. Donc quand j'ouvre, je suis en train de lire, je me rendais compte qu'il y avait un business. Tu vois? Et quand il y a cette fille qui arrive, tu vois, on parle, il dit ok, je prends le vol à telle heure, j'arrive. Il part, le chauffeur part amener la fille. On m'enferme dans la chambre. À un moment, je vois seulement les gens qui arrivent, donc je ne sais pas ce qui se passe. Après, je vois juste comment les gens disparaissent. Donc, je ne voyais pas où on amenait cette fille. J'ai même sauvé une Camerounaise qui voulait aussi venir. La fille ne causait pas français, tu vois, et je devais causer en anglais, en français avec elle. Et comme tous ne savaient pas causer le français, la fille, elle a fait la médecine, elle a envoyé tous ses dossiers et tout. Bon, il restait maintenant qu'elle cause avec le monsieur, mais le monsieur, quand il communiquait, il dit, mais she's not here in English, she's not here in English, I want you to speak with her directly. So, c'est de là que, quand je commençais à causer avec la fille, le monsieur me regardait dans les yeux, je dis à la fille, s'il te plaît, je suis ta soeur camerounaise. Moi, ce qu'on te dit, ce n'est pas vrai. Si tu es sage, mais ne me trahis pas. Forme quelque chose et tu peux dire, ta soeur a dit que après et ceci, mais parce que où je suis, c'est entre la vie et la mort. C'est comme ça qu'on a causé et il me dit, elle a dit quoi? Elle dit non, elle est en train de négocier avec sa soeur et il faut que sa soeur lui paye le billet d'avion pour qu'elle arrive au pays dont elle attend encore sa soeur qui va la payer le billet. Et tellement, il abusait aussi de moi. Moi, j'étais obligée de m'agenouiller devant lui pour le faire plaisir. Vous avez dit quoi? De m'agenouiller, donc de mettre les pieds au sol et il est assis, il se cadre, donc il abusait de moi. Oui, vous le dites comme ça, c'est pas facilement compréhensible. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire tout ce qu'il voulait, c'est sexuellement, je dois lui satisfaire et je dois être à genoux. Et lui, il est assis sur la table, et il ouvrait ses pieds et il y avait des odeurs en lui, des fois, tellement comme il crache, tellement qu'il est sale. Il se lave même, tellement il transpire et tout. Si je ne le fais pas, c'est comme ça qu'il me gifle et je dois toujours être à genoux pour le satisfaire. Dès qu'il a été satisfait, c'est comme ça qu'il me rejette, il dit sors de ma chambre. Je ne vais pas continuer à travailler. C'est là où, quand je sors, je continue à travailler. Dès que j'entends la sonnerie, je dois vite courir pour venir. Peut-être c'est le thé, peut-être c'est pour changer les crèches, peut-être c'est pour faire d'autres choses, peut-être nettoyer. Pour refaire la même chose. Quoi. Oui, oui. Donc c'est ce que je faisais. Et ça vous a beaucoup gêné? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, parce que tu ne parlais pas. Je passais des semaines, ma bouche était juste fermée et la lu des choses que je voyais des documents à laquelle je découvrais, Philippins, les pays, il y avait toujours une question que je me posais, que mais où est-ce que cette fille s'en va? Je vois des documents dont il y avait toujours quelque chose qui me disait qu'il y a quelque chose de louche, mais on ne me présentait pas. L'opportunité que j'avais, c'était juste que mon seul repos, c'est quand il y a les invités qui arrivent, je suis obligée on me ferme dans cette chambre. Et j'entendais juste les voix de gens pendant 2 heures, 3 heures. Et après, quand ils finissent, c'était comme si rien n'était et tu ne vois plus où cette fille s'en allait. Alors, ça ne ressemblait pas à tout ce qu'on vous a dit au départ, non. Tout ce que le pasteur vous a dit et tous ceux qui sont dans la chaîne de mise en route des opérations à mener tout au moins dans la ville, dans le pays d'accueil. Alors, c'était donc des moments tristes pour vous? Oui, très tristes. Que vous avez du mal à oublier aujourd'hui? Oui, très triste. Parce que là, je n'étais plus un être humain. Et c'est comme si il a quelque chose qu'il met dans cette... Parce que même la fille philippienne, tu sentais qu'elle n'était plus en elle. Et tous ces gens étaient comme si il y avait une machine qui nous manipulait. Mais j'avais toujours ma prière. Je priais toujours. Je demandais au Seigneur de m'aider, de trouver une solution. Quand je me lave, il y a le nombre d'heures. Dès qu'il constate que je dure à la douche, c'est comme ça qu'il sonne. Et il avait mal aux pieds. Donc, il va envoyer la fille de vite m'appeler. Même si je suis en serviette, je cours. Il dit, qu'est-ce que tu faisais? Il vient, il me gronde. Donc, tout, c'est comme ça, que je vivais.
Ok. Alors, nous allons parler de votre retour, la motivation beaucoup plus. Qu'est-ce qui vous a fait partir? Comment est-ce que vous êtes parti de cette maison pour vous retrouver en cellule? Parce que vous avez fait la cellule, il faut le rappeler déjà. Oui, oui. Prudence, au-delà et après tout ce que vous avez subi, vous avez réussi à vous échapper. Et comment? Non, ce sont eux qui m'ont mise à la porte. Le jour où j'ai demandé, j'ai réclamé mon salaire, c'était le 9 juin. J'ai réclamé mon salaire, ils m'ont mise à la porte. Ils ont porté ma valise, j'ai mis poussé, je suis sortie. Dans mon téléphone, je n'avais pas d'unité. Je ne pouvais appeler personne, mais j'ai croisé sur mon chemin, passé là-bas. Il n'y a que des voitures, tu ne vois pas des gens passer à pied. Oui, j'ai croisé un Indien qui était gardien devant une maison. Je suis allée vers lui, je lui ai parlé en anglais, s'il peut appeler le numéro qui est dans mon téléphone. Il a dit pourquoi, j'ai dit non, la maison où je travaille, on m'a mise à la porte, je veux que tu appelles mon agence. Il a appelé. L'agence lui a demandé d'aller me déposer là-bas. Il est parti voir sa patronne. Sa patronne m'a même fait monter chez elle. Elle m'a donné à boire, à manger. Je lui ai expliqué mon problème et j'ai porté. Elle m'a demandé si j'ai un passeport. J'ai dit j'ai pas de passeport. On m'a juste mise comme ça. La porte ne m'a rien remis. C'est là elle a dit je veux quelque chose qui prouve que tu es venu ici. Légalement, j'ai ouvert ma valise, les papiers qui restaient avec moi, c'est ça je l'ai présenté. Elle a appelé l'office, mon agence, elle a expliqué à mon agence que je suis là, il faut qu'eux-mêmes viennent me chercher. L'agence a dit non, s'il y a le chauffeur, que le chauffeur aille me laisser, ils vont payer le transport au chauffeur, le chauffeur allait me laisser. De là, j'ai rencontré une Ivoirienne. Elle me fait part qu'elle a fait 4 mois. Elle part on lui vend de maison par maison. Je lui ai dit vendre comment? Elle dit oui, tu ne sais pas. Je lui ai dit moi je ne sais pas. Elle dit oui, comment t'as mise à la porte là? Sache qu'on doit te revendre à une autre famille. Je lui ai dit ma soeur, tu es africaine comme moi je suis. Je ne peux pas accepter. Nous avons fait l'école. Donc ça c'est la vieille époque. Nous ne vivons plus l'esclavage. Est-ce que si toi et moi on s'associe, on fuit, tu vas accepter? Elle m'a dit il n'y a pas de problème. Et je suis souffrant depuis que je suis ici. On ne m'a pas encore donné un médicament. Je lui ai dit il n'y a pas de souci. On a regardé dans la chambre dont on était là. Il y avait des petites radios là. Je lui ai dit on ne va pas mourir ici, mais on va s'en sortir. J'ai coupé ces câbles. Je lui ai dit on va attacher la fille qui est ici à l'agence. Comme elle est seule, on l'attache. Ces Arabes, elles n'ont pas de force, on l'attache, on fuit. D'accord. Alors, on a pris assez de temps, mais je voudrais qu'on aille à la sortie, vers la sortie. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez au shelter? Oui, on a fui. Quand on fuit, la fille qui nous fait venir, la Camerounaise qui nous fait venir, là, parce que c'est aussi elle qui a fait venir l'Ivoirienne. Oui, elle nous appelle par le numéro. Moi, je n'avais pas de téléphone, mon téléphone est resté à l'agent. Elle appelle dans l'Ivoirienne. L'Ivoirienne, je dis à l'Ivoirienne qu'il ne faut pas qu'elle s'en donne. L'Ivoirienne a dit non, elle ne veut plus revenir vers toi parce que toi tu travailles avec ces gens. C'est comme ça, elle nous récupère, elle nous place encore dans d'autres maisons. Nous place, ça devient autre chose, on vous propose de faire... dans la maison maintenant qu'elle nous place, je suis en train de travailler, il faut que je rembourse d'abord. Elle m'a dit je dois rembourser 1000 dinars aux familles, à la maison d'accueil qui m'ont mise à la porte et l'argent que j'ai signé depuis l'aéroport au Cameroun. On vous propose de faire la prostitution? Oui, de là maintenant, dans la maison où je suis, elle me propose de faire la prostitution. Je vais gagner 300 à 500 dinars par mois. Et vous acceptez? Oui, là maintenant, j'accepte. Je lui dis, ok, je vais venir. Elle dit, ok, viens, je t'attends. Je quitte donc de là avec 2 mois de salaire que ma patronne m'a remis. J'arrive, elle récupère. Après, elle me dit, il faut que tu commences, il faut que je te prépare parce que tu vas commencer... Avec mes soeurs, là, elles sont arrivées, elles sont là, elles t'attendent depuis. Je leur ai dit, ok, t'attends, je vais te dire la vérité. Au départ, ce n'est pas ce que vous m'avez dit. Et moi, je ne veux plus rester au Koweït. Je vais rentrer. Vous ne voulez plus rester au Koweït, vous voulez rentrer et après, vous vous retrouvez... Oui, elle m'a dit, ok, vas-y donc, va au shelter, c'est là-bas on va te faire rentrer.
Quand j'arrive au Shelta, je dois rencontrer d'autres sœurs camerounaises. Vous avez rencontré et Sidonie. Sidonie. Oui. Sidonie, vous également, c'était pas des jours heureux, je voulais dire, c'était pas facile pour vous parce que vous aviez beaucoup de choses à faire et jusqu'à ce que vous décidiez de partir aussi. Et comment vous faites pour vous retrouver au Cameroun? Pardon, permettez-moi de parler en anglais. When I left the house, I left at night, 5 a.m. It was still dark. Because if you want to run, if you are caught, they will kill you. So I had to just put on because when you get there, they give you a uniform to put on. You don't wear dresses. When you're in the house, when you walk, they wake up with perfume spray all around that you're smelling. At times they call you monkey. The babies that you even take care of them, they call you monkeys. So I have so I need to look for a way to escape. I get up very early at 5 a.m. That's where I ran out of the house. I took all of this, that is all what I came back from Kuwait with. I took all of this, my dress, I tie in, they have a wrap that they put tête. Oui, l'opération n'a pas été facile, en tout cas pour vous, de prendre la décision de rentrer. Mais vous vous retrouvez quand même au milieu des autres, au Shelta par exemple. Et il faut déjà partir, il faut rentrer au pays. Comment vous faites? Qu'est-ce qui paye? Qui paye votre transport? Qui paye votre laissez-passer? You yourself, for me, I pay my laissez-passer. I pay my laissez-passer. When I get there, I had no money. So somebody has to help. And another Cameroonian helped me. She gave me 11 kg, that's 22,000 for Cameroon money. C'est une association qui s'est occupée de vous? The Cameroon Embassy, that is in Saudi Arabia, is the one that is taking care of the laissez-passer. So it's the one that do the laissez-passer. Then you have to do fingerprints. When you do your fingerprints, it depends on your fingerprint whether they have to send you to deportation or you have to pay your flight. But for me, my own, I was the one to pay my flight. It shows that when you run out of the house, your sponsor needs to go and report to you. D'accord. Vous m'aviez dit que c'est une association des Camerounais de la diaspora. Ils sont 17 carrément, ils vivent en Belgique et qui se sont engagés à payer votre billet d'avion pour vous retrouver au Cameroun aujourd'hui. Oui, for me and one other girl still behind, it shows that we are the one to pay our flight. So we had nothing to do. I don't have any means to go because I don't even have money. I worked there for 3 months, no salary. So now, since she made the video, they gave contacts. That's where les enfants monnaient le fou de cœur. That's where they come in. They are the one that paid my flight. Très bien. Qu'est-ce que vous dites à vos sœurs camerounaises qui vous regardent maintenant? Yeah, what I want to say is that. Vous regardez cette caméra. Yeah, what I want to say is that it is better you stay here in Cameroon and do whatever thing you're doing. Because for me, I was doing my petty business. A friend came to me that there's money in Kuwait. I had to auction all what I was doing and gather all the money to go to Kuwait. But now I came back with nothing. With nothing. I need to start all over. I need to start my business all over. I don't know how to come about. Alors, Marthe, nous sortons de cette première partie. Vous avez fait la prison, il faut le dire, et votre papa est au courant que vous êtes en prison. Oui. Il tombe, il meurt décède, par la suite. Oui. Parce qu'il ne pouvait pas supporter tout ça. Oui. Lui qui voyait comment sa fille, vous êtes l'unique fille de la famille, il savait que vous êtes parti chercher le bonheur pour la famille. Oui. Mais malheureusement, il est décédé, vous n'étiez pas là. Oui. On était obligé d'attendre et dans les prières pour qu'on remette mon passeport parce que le Cameroun n'a pas l'ambassade à Dubaï. Oui. Et je pense qu'il faut que l'État fasse quelque chose pour ça. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont au pays ici. Je ne vous mens pas, je suis sûre que certaines familles n'ont pas trouvé leurs soeurs et leurs frères. Là, il n'y a aucune preuve. Moi, je pense que c'est grâce à Dieu. Vous avez eu d'autres Camerounaises là-bas aussi? Oui, j'ai trouvé d'autres Camerounaises là, mais on n'était que 2. Mais l'autre avait 2 passeports. Elle était d'abord au Libye, donc elle a utilisé son passeport de Libye. Moi qui n'avais pas de passeport, je n'avais rien à prouver. Donc, il me restait quelques mois pour qu'on m'envoie à Saint-Tradjil, où on va m'abandonner. Mais un jour, on m'annonce juste que mon boss est venu laisser mon passeport. Il m'a rien laissé. Alors, aujourd'hui, vous êtes au pays. Qu'est-ce que vous dites à vos sœurs? Bon, c'est les aventures qui ne sont pas vraiment bien. Et je sais qu'au pays aussi, c'est pas facile.
Parce que moi, je vis aussi, depuis, je n'ai pas de travail et tout, et il faut des relations. Je sais que c'est ça qui pousse certaines de nos sœurs d'aller. Mais je pense que c'est mieux de rester dans notre pays et nous débrouiller. Même si ça vend de la tomate, qu'on se défend. Je sais, et on prie, on demande à Dieu de nous aider, parce que je sais qu'il y a un Dieu qui existe et il fera quelque chose, même si ce n'est pas aujourd'hui. Vous même savez demain. faire quoi, concrètement? Moi, j'ai fait une formation de l'hôtellerie et je travaille aussi dans des supermarchés. J'ai une expérience pour 5 à 7 ans. Donc, voilà ce que j'ai déjà fait dans ma vie. D'accord, merci. Prudence, nous sortons de cette phase. Vous également, c'est vous qui aviez donné le ton. L'alerte, c'est votre vidéo qui a permis à ce que tout ceci déclenche quand même. Qu'est-ce que vous dites également aux Camerounaises, aux Camerounais qui vous regardent, qui aiment bien l'aventure, qui pensent que le bonheur, c'est de l'autre côté? Oui. Il faut toujours partir? Il ne faut pas partir parce que c'est ceux qui nous font voyager, qui nous font croire le Eldorado, parce qu'elles sont plutôt en train de gagner l'argent sur nous, mais nous souffrons, c'est elles qui récupèrent. Donc en allant là-bas, c'est pas le paradis sur terre, donc c'est l'enfer. On est mieux chez soi que dehors, parce que j'ai vécu. Je parle, pour ceux qui reconnaissent la vidéo, la personne qui parle, donc j'ai vécu, j'ai déjà de l'expérience de là. Donc... Alors vous êtes arrivé comment? Qui a payé votre transport et votre laissez-passer? Mon laissez-passer, c'est mon oncle, Dr Pierre Alakalaka, que j'ai contacté ici au Cameroun, qui m'envoie de l'argent pour mon laissez-passer parce que je n'avais rien du tout. Oui. C'est lui qui paye. Merci à vous d'être venu témoigner et partager avec les téléspectateurs. Vous ne partez pas, vous restez avec nous sur ce plateau. Le temps pour nous de vous proposer en tout cas de suivre dans un instant les témoignages choquants, bien entendu, de ces personnes, choquants donc par ces jeunes Camerounaises à Dubaï et bien entendu au Koweït. Et pour sortir, les invités, les experts seront sur ce plateau en deuxième partie. Alors, Innocent Abega, Dallas Tchana, sous le contrôle du chef opérateur Samuel Tufa, dans ces images que vous allez découvrir. Donc, juste après, nous recevons nos experts. Sous le ciel clair de Douala, capitale économique du Cameroun, le temps est clément. Dans un véhicule, une jeune dame, toute pensive, avec le regard fixé sur son téléphone portable qu'elle ne cesse de manipuler. Dans le couloir qui mène à son domicile, Ndéa Marthe est en pleine conversation téléphonique. Il faut se refaire une vie. En effet, la jeune dame de 33 ans, qui occupe une chambre à coucher dans un quartier de la ville de Douala, revient à peine de Dubaï. Durant son séjour de 3 mois, elle a vécu les pires moments de sa vie. Le premier jour, il m'a demandé de me le sucer. Vraiment, je n'étais pas d'accord avec lui. Et quand il m'a dit de m'agenouiller, il m'a giflé et dit que je dois le faire et que je suis une singe et que je suis son esclave. Je dois faire tout ce qu'il me demande. C'est ça qui m'a donné cette attirance de fuir. C'est où j'ai commencé à penser, a dit que je vais rentrer dans mon pays, mais il m'avait déjà influencé en me disant que je ne peux pas sortir de là et je ne dois parler à personne. C'est comme ça à chaque fois, il m'appelait dans la chambre, il me forçait et quand je vais réagir, c'est juste une gifle que je constate dans mes joues, dans ma joue. Et une fois, mes lunettes même sont tombées. Il m'a dit que la prochaine fois, ça ne serait pas juste les bastonnades, ça serait plutôt avec la ceinture. Marthe ne voyait pas tout ça dans les propositions qui lui ont été faites dès le départ de l'initiative. Titulaire du baccalauréat, saupoudrée de plusieurs formations professionnelles, Marthe, qui venait de perdre son emploi, est rentrée en contact avec un pasteur qui lui a proposé d'aller tenter sa chance hors du pays. Je connais un monsieur, il était pasteur à une église, on m'a introduit à lui, il faisait les filles voyager. Et c'est comme ça qu'il m'a parlé et il m'a envoyé le numéro du monsieur de l'arabe. Et le monsieur m'a demandé mes papiers, il m'a demandé ce que je peux faire. Je lui ai fait part
que je causais l'anglais, français et un peu le chinois. C'est donc comme ça que quelque temps, il m'a intervenu. Il m'a posé des questions et il m'a dit d'attendre, il va me donner une réponse. Et là, il m'a remis une réponse en me disant que je vais venir travailler dans sa société. Je vais être sa secrétaire personnelle et sa traductrice. Parce que ses enfants ont des sociétés et lui, il préfère travailler avec les Africains, qui sont les Noirs. Parce que eux, au moins, ils sont un peu soumis. C'est ça qui m'a amené à Dubaï. Après toutes les démarches, la jeune dame se retrouve à Dubaï, dans un engrenage. Elle soupçonne qu'elle a été vendue, contrairement à ce qui lui a été présenté comme emploi. Arrivé à Dubaï, ce n'était pas ça. Le monsieur, je ouvrais ses mails le matin, je voyais les demandes et je voyais les filles qui proposaient de venir travailler chez lui. Et quand je suis arrivée, c'était plutôt l'enfer. Je me levais à 3 heures et je devais faire le ménage, essuyer la cour et arroser les fleurs parce qu'il avait les fleurs, il élevait aussi les dattes et je nourrissais aussi les poulets. Donc j'avais beaucoup de ménage que je faisais et je me suis rendu compte qu'il vendait les filles. Ça veut dire qu'il faisait les filles venir dans le pays et quelque temps on les amenait. Parce que des fois quand je voyais une nouvelle face, et la face c'est quand j'ouvre son email, je lis, je l'interprète. Si c'est un anglophone, j'explique en anglais. Si c'est un francophone, je cause avec la personne, je convainc la personne arrive, on m'enferme dans une chambre. Et après quelque temps, il négocie avec d'autres personnes et après je ne vois plus la fille. C'est donc ça que je vivais à 7 ans. J'avais cette peur. Et des fois, quand je suis fatiguée, si je ne fais pas ce que le monsieur veut, il me tape et je n'avais pas le droit de parler. Il y avait un autre ménager dans la maison. On faisait des jours, des semaines sans se parler. Son acheteur n'était pas un homme de cœur. Marthe était une machine à tout faire et surtout de façon involontaire. Et mon boss aussi, il était malade. Il avait un tour à laquelle, à chaque 1 heure, je dois venir vérifier le papier qui crachait. Et là, je dois changer le papier à laquelle il crache, je mets un autre. Et on avait déjà une sonnerie où il était assis. À chaque fois, quand il sonne, je sais déjà qu'il a besoin de moi parce que je suis en train de travailler. Dès que j'arrive, si ce n'est pas le thé, je dois changer les crashs qu'il a fait dans la feuille. Donc, je vivais l'enfer. Des fois, il me fouette, il me bat. Des fois, je me retrouve, il ouvre ses pieds, il me dit de lui sucer. C'était beaucoup plus ce que je faisais. Et je dois m'agenouiller devant lui avant de le faire. Je ne dois pas m'asseoir, non, je dois être à genoux. Et dès qu'il a joué, il me fait sortir de la chambre. C'est comme ça que je continuais et je dormais plutôt dans sa chambre au sol. Même comme il y avait d'autres chambres, il me forçait à dormir à côté parce qu'à chaque minute, s'il se réveille, il doit me réveiller pour le faire son travail. Peut-être changer le drap, peut-être il veut que je lui donne sa cigarette, peut-être il veut que je tourne l'oreiller. J'étais là comme son esclave jusqu'à peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures. Marthe qui tente de se refaire une vie aujourd'hui, peine à oublier la triste image restée gravée dans sa mémoire. Elle était la machine sexuelle de son pseudo-patron. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il n'était pas propre. Deux fois, dont son sexe sentait, mais il m'obligeait de le sucer jusqu'à ses poils de son sexe. Et je dois tout faire pour qu'il puisse jouir. Je dois être doux, je dois m'agenouiller, je dois faire tout, même si je suis là. Tout ce qui l'intéressait, c'est qu'il faut que je fasse à ce qu'il jouit. Et dès qu'il jouit, il me pousse et il me dit de vite sortir de la chambre. Après, il se nettoie et je suis obligée de le faire. Et c'est après que je suis obligée d'arrêter mes crashs. Dès qu'il me chasse, je n'aurais pas les verser tous à l'extérieur et surtout qu'il était malade. Ce n'est donc pas l'Eldorado qu'on lui avait fait miroiter. Marthe, comme plusieurs autres Africaines, est tombée dans le même piège. La torture dont elle a été victime l'a amenée à s'évader. Dans cette mouvance, Marthe a perdu son père, qui n'a pas pu supporter le choc. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de repos. On est comme des machines qui travaillent. Même la machine de foi s'est fatiguée. Mais eux, ils ne comprenaient pas ça. Chez eux, c'était que tu es obligé de le faire. Tu le veux ou pas. Tu n'as pas le choix. Tu es dans les pays. Tu dois faire tout ce qu'il veut. Sinon, on te tue. Sinon, on te rapatrie. Tout ce que j'ai dépensé, je l'ai tout perdu. J'ai fui de là sans rien. Parce qu'on m'avait dit, si tu prends quelque chose, ils vont te condamner en disant que tu as volé. Même comme ça, le monsieur
m'a condamnée et dit comment j'ai fui parce que je partais faire le chalamouta, qui est la prostitution. Et je n'ai plus droit à entrer à Dubaï. C'est à cause de moi que mon père est décédé. Mon père voulait que je réussisse. Et quand il a compris que j'étais en prison et j'avais besoin d'aide, lui, il était incapable de m'aider. Et c'est comme ça qu'il est tombé un jour, la crise cardiaque, et il est décédé. C'est ça qui m'a beaucoup touchée parce que je voulais réussir pour que mon père soit fier de moi. Mais cette dame à laquelle il m'a contacté, il avait confiance en elle. Mais cette dame plutôt m'a rejeté et me traitait plus mal. Et lui, il était très choqué qu'il n'a pas résisté. Là, j'étais encore en prison quand mon père est décédé, que j'ai compris que mon père est décédé. Il marchait déjà en route comme un fou pour chercher un peu de moyens pour voir si on peut me retirer de là. Mais il n'a pas pu. Et c'est comme ça, un jour, on m'appelle, on me dit qu'il est décédé. Et on m'a attendu. Avant de l'enterrer, on l'a mis à la mort. Depuis qu'elle est au pays, elle ne se sépare pas de sa Bible. Une Bible qui lui a été offerte par son cousin dès le départ du Cameroun. Chaque jour, elle s'accroche au psaume 28. Écoute mes prières, écoute mes pleurs. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à ressortir dans cette difficulté. Seigneur, je t'en prie, viens à mon secours. La Bible était un soutien, un confort, et on pouvait mieux s'approcher et avoir la paix en soi-même et trouver une solution. Et il y avait aussi la page à laquelle j'ai toujours lu, c'était le psaume 28 qui parlait de l'aide. Et c'était un de mes cousins qui m'avait donné cette page. J'ai toujours lu ça, même quand j'étais dans les difficultés, et je le lisais à chaque fois. Et j'avais écrit dans ma Bible que Dieu touche le cœur de cet homme, qu'il remet mon passeport juste pour que je puisse rentrer dans mon pays. Et enfin un jour, on m'a juste appelé et me fait part de mon passeport. Et c'est comme ça que je suis rentrée. Marthe n'est pas seule dans ce phénomène qui prend de l'ampleur dans plusieurs pays arabes. Des ONG qui travaillent sur des questions d'immigration clandestine et le rapatriement révèlent qu'environ 3000 Africains écument des cellules des pays arabes. La petite Prudence, postée sur une vidéo qui a révélé aux yeux du monde la torture subie par les jeunes Africains en quête du bien-être, sonne comme une interpellation. Après avoir passé 5 mois de torture physique et psychologique, Prudence et ses compagnons d'aventure retournent au pays natal dans des circonstances impropres à l'éthique. C'était le jour du Seigneur. Ce dimanche, c'est presque l'ambiance des jours ordinaires à l'aéroport international de Douala. Les passagers embarquent et débarquent. Les jeunes débrouillards sont aux aguets. Dans ce tableau de sérénité, la famille Wamba vit des moments particulièrement angoissants. Il y a 5 mois que Prudence Kenembeni est partie pour une aventure foireuse au Koweït, au Moyen-Orient. Elle revient ce soir, ainsi que 7 de ses compagnes. L'atterrissage du vol est annoncé pour 14 h, mais vers 17 h, rien ne filtre. Je suis là depuis 12h30, 13h moins. 13h moins. Et ça fait depuis que nous sommes dehors, nous attendons. On ne sait pas ce qui se passe. Je ne sais pas si notre fille, ma fille, elle s'est portée bien. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dehors devant l'aéroport depuis 12h30. On a dit que le vol devait atterrir à 14 h. À l'extérieur, d'où la presse a été tenue à bonne distance, attendent également le docteur Pierre Alaka, l'oncle de Prudence, ainsi que 2 de ses sœurs. La jeune fille et 7 autres sont en fait arrivés, mais ce n'est qu'après 4 heures d'interrogatoire au commissariat de l'aéroport qu'elles seront autorisées à partir, en catimini et individuellement. Notre caméra est en face de celle qui a publié la vidéo de dénonciation des sévices corporels des filles au Koweït. Prudence revient de loin. Après 5 mois, ça fait vraiment du bien parce qu'il y a beaucoup là-bas qui sont enfermés. On dit qu'ils ont double caisse. Selon ce qu'ils disent là-bas, les Koweïtiens disent qu'il y a double caisse. Le travail, c'est 5 h, 1 h du matin. Oui, dès
dès que les 1h arrivent, là maintenant tu peux te doucher et dormir un peu. Mais à 5h, tu dois te lever. Parce qu'ils disent que c'est comme ça qu'ils se sont arrangés dans le contrat avec le fils qui t'a fait venir au Koweït, que c'est comme ça. Et entre-temps, le fils dit, c'est 7h. C'est 7h que tu dois dormir, que tu dois te lever. Mais dans la maison, déjà, c'est différent. Oui, dans la maison, quand tu vas travailler, c'est différent. C'est pas le cas. Et quand tu te plains, le fils dit non, je vais appeler ta patronne. Il n'appelle jamais. Le temps passe, c'est comme ça, les jours passent, ils ne disent rien. C'est peut-être au cas où tu as comme nous avons nos connexions Facebook, là, les amis aussi, c'est une fille, tu tombes peut-être sur une fille qui est aussi au Koweït, c'est là elle t'explique que non, le fils ne peut plus rien parce que tu as été déjà vendu. Oui, il faut juste finir ton contrat de 2 ans. Mais le fils, eux, ils te disent que c'est 6 mois. Retrouvailles chaleureuses et souris au coin pour le papa et les membres de la famille. Non, je suis très content ce soir de retrouver ma fille parce que depuis que cette histoire a commencé, nous étions toujours dans l'inquiétude. On se demandait comment ça se passe là-bas. Mais ce soir, je suis très content comment elle est rentrée. Mais j'aimerais que ces camarades qui sont restés là-bas dans la souffrance, que les hommes de bonne volonté, que notre gouvernement puisse mettre les choses en place pour que celles qui sont encore là-bas en souffrance, qu'elles puissent rentrer dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Est-ce que Prudence a changé? Comment est-ce que vous la trouvez? Quand elle était par terre, quand je l'accompagnais ici à l'aéroport, elle avait bien du poids, mais je vois qu'elle a vraiment souffert. Je vois cette souffrance sur elle. Elle a fondu. Elle était bien potelée le jour que je l'accompagnais ici à l'aéroport. Elle a beaucoup fondu. Mais j'espère qu'elle a retrouvé le pays. Et on a l'espoir que les choses vont bien aller. Je suis très content ce soir de retrouver ma fille. Mon sentiment est mitigé. Je suis déjà heureux que ma nièce soit rentrée. Mais je ne suis pas content parce qu'il y a d'autres Camerounaises qui ne sont pas rentrées. Elles étaient officiellement à 22. Il y a 8 qui viennent d'arriver devant vous tout à l'heure. Et il y a 12 qui sont restés. Le retour des 8 jeunes filles est l'œuvre d'une organisation de la société civile internationale constituée d'avocats avec diverses contributions. Pour moi, c'est déjà une mission de sensibilisation à travers le cas de Prudence et d'autres, médiatiser un maximum pour éviter à d'autres Camerounaises, d'autres jeunes Camerounaises de se retrouver dans des mêmes conditions. Bon, il en reste encore 12 Camerounaises, a priori, si on tient compte des chiffres qu'elle nous a donnés. Il s'agit de maintenir la pression, peut-être grâce à vous aussi, afin que les 12 puissent revenir et à laisser passer et puissent rentrer au Cameroun. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas lâcher la pression. Il faut médiatiser, en reparler davantage et puis éduquer nos jeunes sœurs. La chaleur du retour au pays natal s'est poursuivie au quartier Bépana Omnisport dans le 5e arrondissement. Voisins, amis et curieux sont venus voir Prudence, la courageuse. Cette fille a justement eu le courage de dénoncer parce que ne pouvant plus supporter le calvaire. Son séjour au Koweït n'était pas de tout repos. Des Africaines transformées en machines à sexe et à autres tâches. Des Camerounaises en souffrance au Koweït a ravivé l'espoir chez celles restées et en attente de réaction d'éventuels bienfaiteurs pour l'achat de leur billet d'avion. Dans ce registre, la nommée Tikoum Sidoni, bénéficiaire d'un billet d'avion offert par l'association Les Enfants Monique Les Fous du Cœur, s'est vu refuser le droit de partir du Koweït par les responsables du centre de confinement dans lequel elle se trouve. Ce matin, j'ai allé pour voir le directeur pour me donner le temps que je veux voyager. Le directeur a dit que non. L'avion, il y a le problème avec l'avion. Après la pression exercée par moult organisations, ce dernier s'est résolu à la laisser partir. Disposant désormais de son laissez-passer et de son billet d'avion qui a coûté la somme de 235 000 francs CFA, elle peut regagner le Cameroun. Une perspective fort réjouissante. Moi, je suis déjà prête pour voyager. Je dis merci, merci et Dieu va te bénir tout le monde. Merci. Notons que la même association promet d'offrir un autre billet à une autre fille en détresse une fois que Tikoum Sidoni arrivera au Cameroun. Qui sont les auteurs des belles histoires contées aux victimes de la maltraitance dans les pays arabes? La société civile camerounaise
ne veut pas lâcher prise. Il faut dénoncer. Depuis le retour à Douala des jeunes Camerounaises transformées en esclaves au Koweït, le flou règne sur les vrais acteurs qui ont milité pour la libération de ces dernières. À ce sujet, le collectif Universal Lawyers and Human Rights Defense, sans toutefois prétendre que c'est grâce à lui que les filles ont retrouvé la liberté, reconnaît néanmoins avoir fait pression sur les autorités camerounaises. Non, je ne vais pas récupérer cela, mais peut-être que la pression qu'on a mis, l'intérêt qu'on a apporté. Alors, est-ce que c'est la présence qui a permis? Je n'en sais strictement rien. À vrai dire, nous le saurons bientôt, mais pour l'heure, bon, c'est un intérêt. Donc on ne va pas récupérer quelque chose qui n'est peut-être pas de notre. Selon elles, c'est elles qui ont payé leur laissez-passer. Et les 12 autres qui sont restés n'avaient pas l'argent pour payer les laissez-passer. Donc il s'agit de faire pression de nouveau sur l'État pour que les engagements soient tenus et que les 12 autres puissent rentrer. Quelques heures après le retour des filles au bercail, les réactions sont multiples. Chacun y va de sa manière pour apprécier l'attitude du gouvernement. Si nous ne maîtrisons pas la question de la pauvreté, nous n'allons pas résoudre ces problèmes. Si nous ne maîtrisons pas la question de l'insertion des jeunes, et plus particulièrement de la jeune fille, nous n'allons pas résoudre ce problème. Et pour ces filles, il faut de la protection. Sur la question, des femmes juristes préconisent une prise en charge. Face à une situation comme celle-là, il faudrait que le gouvernement revoie sa politique d'emploi, qu'il prenne en charge ces filles. La prise en charge ne doit pas être seulement factuelle, il y a même la prise en charge psychologique, parce qu'elles ont été affectées sérieusement sur le point de vue psychologique. Et cette prise en charge, ça nécessite vraiment un vrai déploiement gouvernemental. Il est à noter que ces dernières peuvent obtenir des indemnités à l'Office international des migrants, un autre combat réservé aux hommes et femmes de droit. Le retour au pays natal des rapatriés du Koweït et des autres pays qui cultivent la torture est comme un rêve, et c'est le cas de Prudence. Le regard évasif, Prudence ne réalise toujours pas qu'elle est désormais au Cameroun auprès des siens. Elle vient de passer sa première nuit dans la maison familiale, au lieu d'Ibépanda Omnisport. Elle a pu prendre son bain, se mouvoir dans la ville, des habitudes qu'elle avait perdues durant son séjour au Koweït. Je me suis levée le matin, c'est le papa qui m'a réveillée parce que j'étais tellement fatiguée. Je me suis levée le matin, j'ai d'abord pris ma douche, oui, j'ai nettoyé certains trucs dans la maison, mangé. Tellement je suis fière, je n'en reviens pas. Quand je reste et je vois le papa, je vois des gens, des amis qui ne font que envoyer, appeler, criant de joie. Je suis tellement fière de prendre son seau, d'aller se laver, chose que là-bas pour toucher même un seau de là, je n'ai pas le courage. Tellement je suis. Le domicile de ses parents ne désemplit plus. Voisins et curieux se succèdent. Personne ne veut se faire raconter l'histoire. Entre les interviews accordées aux médias, les explications apportées aux visiteurs, sa journée est plutôt bien remplie. Quand je marche là, je sais que je suis là dans mon pays, c'est différent. Oui, les regards sont différents. Pourtant là-bas, au Koweït, quand tu marches, on fait ça. Oui. Donc ici, là, qu'une personne ne peut te faire. Quand quelqu'un va même te faire ça, tu vas dire, mon frère, tu fais ça pourquoi? Au Koweït, tu ne peux pas dire à un Koweïtien que pourquoi tu fais ça. Tu vas comme, mais on va te taper. Si elle peut pousser un ouf de soulagement après son retour au pays natal, il lui est difficile d'oublier le calvaire vécu au Koweït. Le 8, parce que c'est le 8 octobre, oui, que le directeur du centre d'où nous avons fait la vidéo nous appelle, nous fait comprendre que nous devons nous apprêter pour la déportation. Bon, moi, je leur ai fait comprendre que le gouvernement camerounais, ils ont dit qu'ils viendront nous chercher d'ici le 10 octobre. Ils disent, demande d'où nous sortons avec ça. Ils ne sont pas au courant. Le gouvernement ne les a jamais appelés. Dans le 10, c'est passé rien. On n'a pas eu de signe, rien. Ils nous ont amenés à la deuxième prison. Ce sont les Koweïtiens qui ont coupé nos tickets. C'est samedi qu'on a fait l'appel. Et on a pris le vol à 3 heures. Oui, donc on vous minote,
On vous accompagne à l'aéroport avec des minutes. C'est à l'aéroport qu'on retire les minutes sur vous. On vous fait partir. Elle, comme les 7 autres Camerounaises, arrivées à l'aéroport international de Douala le 14 octobre, n'ont bénéficié d'aucun accompagnement du gouvernement camerounais pour leur rapatriement. Aucune cellule psychologique n'a été mise en place pour leur prise en charge après leur descente d'avion. Une fois à l'aéroport international de Douala, c'est la police de là-bas, qui sont à l'intérieur, qui nous ont accueillis. Bon, ils disent que non, on te remarque parce que c'est toi qui avais fait la vidéo. Vous avez voyagé au nombre de combien? C'est là que je dis c'est 8, nous sommes au nombre de 8. Ils disent mettez-vous là de côté, mettez-vous de côté. Ils ont récupéré nos laissez-passer. Et ça, ils ont dit vous ne pouvez pas bouger parce qu'on a des questions à vous poser. On demande c'est à propos de quoi. Il dit oui, comme vous avez fait la vidéo. On dit oui, nous avons fait la vidéo. Est-ce que le gouvernement nous a donc aidé? Parce que maintenant vous nous bloquez là, vous nous posez des questions. Tandis que nous avons tout expliqué dans la vidéo. Ils disent que c'est quand nous allons finir de vous poser des questions qu'on va vous remettre, vous laisser passer. Nous avons atterri ici à 14h30. Mais c'est à 19h qu'on a libéré. On nous a libérés là-bas. Ils ne nous ont pas remis de laisser passer. Ils sont restés avec. Son souhait aujourd'hui, c'est que la machine de la solidarité du gouvernement se mette en place pour le rapatriement des autres filles, toujours séquestrées au Koweït. Parce que c'est la vidéo là et les messages de la presse qui les ont rassurés que Dieu merci, enfin ma famille va me voir. Donc c'est comme ça qu'elles ont pu venir se cacher chez Taki. Quand le gouvernement va venir, ils vont partir avec nous aussi. Rien. Elles sont restées là-bas sans suite. Et jusqu'à aujourd'hui, personne. Bien que brisée par cet épisode sombre de sa vie, la jeune dame, âgée de 26 ans, en sort grandie. Elle a retrouvé le sourire auprès des siens. Pour elle, c'est un nouveau départ. Oui, là c'est maintenant un nouveau départ. Recommencer encore la vie à zéro. Commencer la vie à zéro. À la suite des images et des témoignages qui choquent, Regard Social donne la parole aux experts qui vont au-delà des images.